et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité pour échanger sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Avant de vous parler de mon invité du jour, sachez que vous pouvez désormais soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de vous. Alors si le cœur vous en dit, vous pouvez entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas vous attendent. Un merci tout spécial à Clémence, Benjamin, Louise, Sylvana et Laure qui font partie des tout premiers supporters. Pour faire comme eux, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, je suis plus que ravie de vous présenter celle qui a mis des images sur les mots, celle qui a illustré les violences éducatives ordinaires pour mieux les comprendre. J'ai nommé Fanny Vella. Illustratrice depuis 4 ans, Fanny est l'autrice, entre autres, de la BD Le Seuil sur les violences conjugales, publiée aux éditions Big Pepper, et de la BD Et si on changeait d'angle aux éditions Elle et Graine. Dans cette dernière, Fanny propose avec beaucoup d'humour de changer le regard que nous, adultes, avons sur les enfants, en inversant les rôles dans des scènes quotidiennes. C'est bien un nouveau regard sur l'éducation qui nous est proposé dans ce livre, et c'est bien de cela dont nous allons parler dans cet épisode. Fanny nous raconte son expérience de maman, qui fut aussi déterminante dans son cheminement d'illustratrice que dans son chemin de vie. Nous parlons de violences éducatives ordinaires, de ses extrêmes et ses dérives, pour finalement se demander « Et si toute cette histoire d'éducation non violente n'était qu'un retour à l'écoute de ses instincts ?» Vous pensiez être seule à galérer ? Mettez vos écouteurs et prenons un café. Salut Fanny, bienvenue sur Prenons un café. Salut Élise, merci de me recevoir. Je suis vraiment contente de te recevoir. J'ai l'impression qu'en fait, je me rends compte que je dis cette phrase tout le temps. Mais c'est vrai, je suis toujours contente de recevoir des nouvelles personnes sur Prenons un café. Je t'ai contacté via Instagram parce que je suis ton travail depuis longtemps. Mais je vais te laisser la primeur de la présentation. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur toi, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu le fais, et avec qui tu le fais, enfin voilà, dis-nous tout. Avec plaisir. Alors, moi je suis Fanny Vella, donc je suis illustratrice et autrice de bande dessinée. Si tu m'as contactée par les réseaux sociaux, c'est que c'est là-bas que j'opère depuis presque 4 ans. Oh là là, que ça passe vite. On en parlait avant d'enregistrer. Non, en fait, je suis maman et c'est important que je le dise parce que c'est aussi à l'origine de ma volonté de prendre les crayons pour aller un petit peu partager mes déboires d'abord de femme enceinte, puis mes déboires de jeune maman. Puis ensuite, toute ma prise de conscience autour des violences éducatives ordinaires. Et c'est vraiment une des thématiques principales autour de laquelle j'ai vraiment façonné tout mon travail d'illustration à travers des illustrations que je partage sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers les livres que j'ai choisi d'illustrer quand il s'agissait d'auteurs ou que j'ai choisi d'écrire quand il s'agissait de mes propres ouvrages. Donc voilà, ça va faire, comme je disais, 4 ans que j'ai décidé de dessiner sur le réseau et 3 ans et demi que j'en ai fait un métier en fait parce que j'étais plutôt dans l'accompagnement, dans le social en fait. Je faisais de l'accompagnement d'enfants porteurs de handicap, déjà dans l'enfance, déjà sur une sorte d'éducation un petit peu adaptée au public qui était en face de moi. Donc voilà, la sensibilité qui venait d'un peu plus loin. Et puis le crayon qui permet d'allier à la fois la passion de l'image avec ce besoin un peu de contribuer à faire évoluer les consciences et tout ça autour des valeurs qui me sont chères. Tu dis que tu as commencé à dessiner quand t'es tombée enceinte, du coup, mais avant ça, tu dessinais pas du tout ? Si je dessinais jamais autant que depuis 4 ans, ouais. Mais j'ai toujours aimé ça. En fait, j'avais une sorte de petite certitude depuis toujours que je ferais des livres. J'adore les livres depuis gamine, mais c'était une passion dévorante. Genre c'était même un peu trop à certains moments. J'étais vraiment dans un monde parallèle, mais j'étais certaine en fait de faire des livres un jour. Je savais pas si je les écrirais ou si je les illustrerais.
mais pour moi, ça a été une sorte d'évidence en fait quand j'ai été arrêtée à 7 mois et demi de grossesse parce que je devais vraiment porter des adolescents de leur fauteuil jusqu'à leur lit de soins et tout ça. Donc Ouais. c'était vraiment un peu trop physique pour le stade avancé de la grossesse où j'étais. Et j'étais très frustrée parce que je sortais d'une vie professionnelle extrêmement riche à la fois physiquement mais aussi dans les interactions et tout ça, à être seule à la maison enceinte. Donc je me suis dit il est hors de question que je fasse rien, donc je me suis dit bon voilà, le seul truc que je peux faire c'est tenir un crayon. donc dessinons. Mais oui, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait depuis quelques années. Et en fait, à la base, avant d'être dans le social, j'ai fait des études dans la communication visuelle. Donc, on était Ah déjà oui, dans l'image, ouais. pas dans le dessin, mais vraiment déjà sur une réflexion. Et d'ailleurs, je crois que ce qui me passionne le plus dans mon travail, c'est pas tant comment dire, l'esthétique de l'image que je produis. C'est plus la construction du dialogue, de la mise en scène pour avoir une sorte d'impact assez rapidement sur une seule image. Et ça, je pense que je le tiens des études que j'ai fait dans la Mm. communication visuelle. Ouais. Est-ce que tu te souviens du tout premier dessin que t'as fait à propos de ta grossesse? Enfin, de quoi t'as eu envie de parler à ce moment-là? Alors, quand j'ai commencé, j'étais vraiment sur du léger. Ouais. Je dessinais vraiment les trucs. Enfin, je crois qu'à l'époque, je pensais être originale, mais je suis pas sûre que je l'étais tellement déjà parce que tous mes déboires de femme enceinte, genre je peux pas me baisser pour ramasser ce truc-là à cause de mon ventre, ça n'avait absolument rien de de foufou vu que je crois que c'est un truc qui est vécu par tout le monde et surtout que je pense qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait avant, après, et etc. Mais c'est vrai que moi, je suivais pas encore beaucoup d'illustrateurs à l'époque. Donc, à part évidemment les queens, genre les Pénélope Bagieux et Margot Motin, entre autres. Mais voilà, je suivais pas non plus énormément de blogs de dessin, parce que c'était des blogs encore il y a Ouais. 4 ans. C'était plus les blogs qu'Instagram et tout ça. Il y a Et 4 ans, ouais. J'ai ouais, l'impression en tout cas, qu'Instagram fait partie de la vie depuis, je sais pas, tout le temps. non, mais c'est peut-être moi qui étais encore trop, j'étais un peu vintage, peut-être à l'époque. J'étais pas à la page du tout. Non, en fait, voilà, je dessinais, voilà, ah là là, quand je marche, genre, oh là là, ça fait beaucoup de bruit, boum boum, parce que je suis Ouais. grosse quand même. C'était, waouh, on était sur un message fort. Ouais, mais en même Donc, temps, ouais, c'était mais tout nouveau pour toi. Enfin, c'était, tu dis que c'était pas original, mais pour toi, dans ta vie, ça l'était, quoi. oui, 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 complètement. Et puis vraiment, moi, ça me faisait marrer parce que, en vrai, les dessins sont très drôles. Enfin, très drôles. Oh là là, la nana, elle adore son travail. Non, les dessins sont légers et ben, ils se veulent être drôles. Mais en fait, en vrai, à ce moment-là, j'essayais de dédramatiser aussi cette situation dans laquelle je me trouvais, qui était d'une frustration genre intense pour moi, c'est-à-dire ne pas être en pleine possession de mes moyens physiques. C'est terrible quand on est un peu... Enfin, moi, j'ai besoin toujours de faire des choses. Je déteste stagner, donc il faut que j'avance, il faut que je fasse des choses et tout ça. Et là, j'avais l'impression que j'étais obligée de m'arrêter Ouais. et aujourd'hui, j'ai compris que c'est un processus normal et qu'il faut en prendre soin et qu'il faut voilà le laisser exister. Mais à cette époque-là, moi, j'ai l'impression d'avoir été un peu aussi éduquée dans un truc qui te fait croire que si tu ne fais rien, tu es feignante et tu deviens inutile et tout ça. Et voilà, enfin, pour moi, c'était juste pas possible. Et j'ai choisi d'en rigoler à travers des dessins qui montraient que cette incapacité de se mouvoir, cette dépendance affective de mon mec qui, dès qu'il partait 5 minutes, ça me mettait dans tous mes états. Et ben, en vrai, j'en pleurais vraiment. Genre, c'était pathétique, mais j'ai choisi de l'illustrer d'une façon un peu plus légère. Genre, venez, on rigole de mon pathétisme, quoi. Mais à quel moment, du coup, tu as basculé dans le côté revendication de la force? Revendication de la force, après, plutôt dans Parce les que, dessins qui... ouais, Oui, dans tes vas-y, dis-moi. dessins, parce que tu vois, tu disais au début, ça a commencé par des dessins légers qui, pour rire un petit peu de la situation dans laquelle tu étais. Mais, et à un moment, tu as basculé, enfin, t'as voulu dire des choses plus profondes, en Oui. fait, pour revendiquer. Mais c'est à quel moment? Enfin, ça a été quoi le déclic pour toi? Bah, l'arrivée de ma fille, hein, enfin, clairement. Ouais. Euh, En fait, avant qu'elle arrive, moi, j'étais pas très connectée à ce bébé dans mon ventre et tout. Je me disais, oui, je sais qu'il y a un être humain qui grandit, mais c'est terrible pour l'instant.
j'y étais pas attachée. Enfin, c'était très culpabilisant parce que je me disais, oh là là, enfin, j'avais l'impression qu'on avait plus donné de visibilité à ces mères qui étaient connectées à leurs enfants dès la naissance, qui, Ouais. enfin, avant la naissance, je veux dire, qui du coup, voilà, communiquaient déjà avec, et forcément, ben, moi, je me disais, mais c'est horrible. J'avais plus lu en plus de choses qui parlaient du non-lien qui se crée, enfin, du lien qui ne se créait pas parfois à la naissance et qui mettait des fois des semaines, des mois, voire des années avant d'exister. Et j'étais sûre d'être cette mère-là. Ouais. Donc, en fait, avant la naissance, je n'avais lu aucun bouquin qui parlait d'éducation. Je n'avais lu, enfin, j'avais pas pris d'informations pour peut-être voir des choses dans une alternative différente que l'éducation qui m'avait été donnée. Et à l'arrivée de ma fille, ce bouleversement, mais vraiment incroyable, sur cette vague qui m'a submergée d'amour pour elle et qui en a fait mon monde. Je me suis dit, là, j'ai plus envie de rigoler. Là, j'ai envie, moi, d'aller m'enlever les gros boulets qui me traînaient aux pieds dans une bonne thérapie pour essayer de, de devenir enfin la mère que j'avais envie d'incarner. Et puis, ouais, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai plus envie de rigoler parce que euh, le premier dessin de la série, si on changeait d'angle, c'était un dessin qui dénonçait cette façon que des gens qui se veulent plein de bons conseils nous encouragent à ne surtout pas aller consoler notre bébé quand il pleure. Et pour moi, c'était bouleversant. J'avais pas envie d'en rigoler, en fait. Je me disais non, mais Mm. c'est grave, en fait. De mon bébé, il a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, enfin même quelques années, peu importe. On est en train de m'encourager à ne pas le consoler. Et donc, vu que j'avais pas non plus envie d'accabler les gens, je me suis dit, je vais quand même prendre le parti de l'amener d'une façon un peu drôle. Donc, à savoir placer des adultes dans cette situation. Mais le fond était plein de colère quand même, tu vois. Il était Ouais. plein de... on va, d'accord, je vous le pose comme ça, on a bien rigolé. Par contre, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est grave. Genre, on ne peut pas encourager des jeunes parents à ne surtout pas consoler, accompagner, materner leur tout petit bébé, quoi. Mm. Tu parlais, c'est drôle parce que on a apparemment beaucoup de similitudes entre nous, parce que ce côté de pas se renseigner sur l'éducation pendant la grossesse, c'est ce qui s'est passé pour moi aussi, et ce côté thérapie pour devenir la mère que je voulais être, c'est ce qui s'est passé aussi pour moi, donc je comprends bien ça. Pour revenir sur cet effet, parce que je comprends pourquoi moi ça m'est arrivé ce côté thérapie, mais toi tu as reçu quel type d'éducation? Ah, vraiment la classique 90, enfin genre la classique des années 90. J'avais une éducation, tu sais, la famille bien sous tout rapport, avec un Ouais. papa, une maman, tout ça. Deux enfants, c'était un garçon, une fille, tout ça. Et puis en fait, moi je sais que j'ai ressenti beaucoup de colère quand je suis devenue maman envers l'éducation que j'avais reçue, pas envers Mm. mes parents, parce que mes Ouais, parents, je me suis dit, ils ont fait avec ce qu'ils avaient exactement. comme information, ce qu'ils avaient comme patrimoine aussi. Et, à l'époque, il y avait quand même pas du tout Internet, il y avait peu de moyens en fait de Mm. choisir d'autres alternatives, à moins de croiser sur sa route quelqu'un qui avait quelque chose d'autre à proposer. Malheureusement, à cette époque, et même encore bien plus tard, ils étaient quand même vus comme des sacrés énergumènes, ceux qui arrivaient en disant enfin voilà, c'était vraiment des hippies en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, ben oui, c'était vraiment. Alors moi, l'éducation, ben typique, les claques, les chantages, les voilà, l'adultisme sous toutes ses formes. Mais je veux pas être injuste en disant quelle horreur, j'ai été maltraitée, j'ai été traitée. Comme une enfant des années 90 dans un milieu social lambda avec une éducation lambda pour l'époque. Ouais. Donc voilà, mais avec toutes les informations qu'on a à notre disposition aujourd'hui et surtout, moi, c'est au-delà même des lectures parce qu'en vrai, j'en ai pas eu tant que ça des lectures autour de l'éducation et tout ça parce que j'ai découvert l'instinct Ouais. merveilleux de la mère enfin de la mère du parent hein, qui sait en fait et j'ai appris à me faire confiance, j'ai appris à donner de la valeur à ses ressentis et à ce que je voulais mettre en place pour ma fille. Euh,
Et oui, cette reconnexion à l'instinct, je pense que certains s'y sont complètement coupés pendant un temps. Sinon, je ne comprends pas qu'on puisse enfermer son enfant dans un parc, qu'on puisse fermer la porte sur les pleurs de son enfant. Si on est connecté à son instinct, pour moi, ça me semble impensable d'agir ainsi. Je te rejoins vraiment. Et c'est vrai qu'en fait, et c'est ça qui est aussi difficile, mais quand tu commences à parler de violence éducative ordinaire, notamment avec les personnes qui t'ont vu grandir et qui t'ont élevé, je trouve que c'est difficile parce que, par exemple, les parents ont surtout l'impression qu'on les juge eux en fait sur leur façon de faire, sur qu'on remet en question. Alors oui, on remet en question, mais en aucun cas c'est une accusation ou un blâme parce qu'en fait, tu le dis vraiment bien, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est vraiment différent, donc forcément, on a à disposition toutes sortes de supports. On peut parler à d'autres gens et en effet, cette reconnexion à l'instinct, elle est vraiment forte en fait. D'écouter ton intérieur, en fait, ton enfant intérieur, ton moi intérieur, mais c'est quelque chose qu'on nous a pas appris à faire. En ayant grandi aussi dans les années 90, on te disait pas écoute-toi, tu vois. On te disait il faudrait faire ça, tu vois, pour être bien dans la société, pour avoir un beau métier, pour avoir de l'argent, il faudrait que tu fasses tel métier, telle voie, tel ceci, et jamais qu'est-ce que tu as envie de faire. Mais c'est du coup ça transparaît complètement sur la parentalité de quelle mère t'as envie d'être, quel père t'as envie d'être, quel parent t'as envie d'être. C'est une question qu'on se pose jamais. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on la pose un peu plus, notamment grâce à ton travail. Oui, je suis là pour te lancer des fleurs. Merci. Non, ça fait plaisir. Non, mais que remettre. Il y a vraiment aussi, tu sais, ce regard qui est posé sur l'enfant. C'est vrai que de prime abord, on a pu avoir tendance à voir l'enfant comme, comment dire, une sorte de petit être à modeler pour ne surtout pas le laisser sortir du moule et surtout qu'il soit pas gênant, qu'il soit pas encombrant, qu'il fasse pas trop de bruit, qu'il soit bien obéissant et tout ça. Et je trouve que quand on parle déjà de l'amour inconditionnel que l'enfant éprouve dès la naissance envers ses parents, je trouve que déjà on replace le lien parent-enfant dans quelque chose de beaucoup plus sain. On n'est pas sur c'est un petit manipulateur qui va essayer de vous tester pour devenir un enfant roi, blablabla. Ouais. On est sur c'est un enfant qui vous aime d'une telle façon que de toute façon, il ne veut pas vous décevoir. Tout ce qu'il va faire, ça ne sera jamais en rien pour vous manipuler afin d'arriver à des fins qui puissent placer une sorte de joug de pouvoir entre l'enfant et l'adulte. Et moi, quand j'ai compris qu'en fait il s'agissait que de besoins, voilà, de réassurance, de besoins physiologiques et d'amour. Et ben, je me suis dit, ok, d'accord, là, moi, ça c'est bon, c'est quelque chose que je peux combler. Arrêtons ces rapports de force et tout ça. Je crois que c'est vraiment ce truc-là, l'empathie, qui a pris vraiment toute la place de ce que je pensais devoir combler avec du rapport de force. Parce que moi, quand j'étais enceinte, j'étais sûre que je serais une mère un peu plus semblable au modèle d'éducation que j'avais reçu, c'est-à-dire clairement l'enfant il sera pas roi. Mais c'est quoi ce truc, c'est quoi cette expression? Et vraiment j'étais la première à dire l'enfant va s'adapter à notre vie, mais nous on va pas enfin ça genre à un moment donné c'est bon quoi, genre c'est et puis enfin genre en gros il faudra bien qu'il rentre dans les cases de ce que nous on veut lui faire et compagnie. Même si c'était pas conscientisé comme ça, pour moi, c'était tellement une évidence. Et quand elle est venue, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est de la pureté en barre. Évidemment qu'elle va être, qu'elle va être bienveillante et tout ça, parce que, bah, moi, je vais l'être avec elle. Et voilà, tu nourris de la bienveillance avec de la bienveillance. Enfin, tu peux pas attendre d'un enfant qui soit empathique si toi-même tu ne l'es pas avec lui, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ce gros, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup cette critique de l'enfant roi, mais je crois que en fait, les adultes ont peur de perdre le contrôle, en fait. Mais dans tout, hein, dans toutes les relations, j'ai l'impression que, en tout cas, on a appris à contrôler. On a appris à contrôler l'amour, on a appris à
tu sais, à pas se prendre de claques, à pas être en all-in pour pas se prendre de claques, par exemple dans une relation amoureuse. On a appris à vraiment tout maîtriser. Et je pense que c'est ça aussi, c'est cette maîtrise dont on aurait besoin avec l'enfant qui arrive, parce que cet amour, il est tellement, enfin, tu peux pas imaginer ce que ça peut être avant de le vivre en fait. Et quand bien même s'il est pas instantané, pour le coup, moi le mien n'a pas été instantané, et j'aime ma fille plus que tout au monde. Enfin ouais, je sais pas, c'est du contrôle permanent sur tout, sur l'image que tu veux donner, parce qu'il y a ça aussi, ça t'as ce côté vachement image avec l'enfant. Tu sais, les crises au supermarché, c'est le premier truc dont on te parle, tu vois. Pourvu qu'elle fasse pas une crise dans le magasin, parce que c'est l'image qu'on renvoie, le parent qu'on renvoie en fait, alors que Exactement, c'est ce que j'allais dire quand tu partais là-dedans. Je me suis dit, mais oui, en fait, je sais pas si en fait, si l'image et le regard que les autres posent sur nous n'a pas une importance capitale en fait dans ce lien qu'on crée avec son enfant, parce que moi, la première, j'ai mis du temps à prendre suffisamment confiance en mon rôle de maman pour assumer certains actes que j'avais avec Ellie qui collaient pas forcément à ce qu'attendaient les autres de moi en fait, enfin les autres, parce qu'en fait tout le monde attend quelque chose. En fait, du moment où tu deviens parent, tout le monde a un regard sur comment tu vas être parent et a tu des tombes attentes. dans le domaine public, c'est incroyable. Mais le domaine public, mais même, enfin moi j'étais très étonnée de voir des amis, enfin des proches, donc même pas les grands-parents ou les trucs comme ça, mais des proches qui quand même ils avaient un regard sur comment on faisait, genre vous faites d'accord, ok, bah je savais pas que c'était une pratique qui se pratiquait encore passé la préhistoire, cododo bien sûr. Non mais voilà, même si des fois les remarques n'étaient pas en frontal, il y avait des regards et tout ça. Et moi, au début, je me suis sentie obligée de me justifier. Donc, j'ai pas remis en question ce que je faisais. J'assumais de pratiquer du maternage proximal, de porter ma fille tant qu'elle avait besoin, de la laisser s'endormir très tard quand elle devait s'endormir très tard, parce que ça servait à rien de lutter, et du coup on la portait tout au long des soirées et tout ça, et de dormir voilà en cododo pendant 3 ans, mais voilà, plutôt que d'assumer voilà, ou de laisser passer les regards sans y prêter attention, ou d'assumer clairement ce qu'on faisait en disant oui, voilà, on fait comme ça, c'est tout. Je me sentais obligée de me justifier, de dire oui, non, mais en fait, c'est parce que du coup, si tu fais ça, en fait, déjà, tu t'épargnes beaucoup de levées, donc déjà, c'est bon pour ta fatigue à toi. Puis l'enfant, il est rassuré. Puis moi, je me verrais pas dormir sans mon conjoint, donc je peux comprendre que voilà, blablabla, blablabla, blablabla. Et j'avais mon chéri, ce qui est mon garde-fou, justement, parce que moi, j'ai tendance à tout le temps, genre, m'excuser d'exister et puis m'excuser de tout ce que je peux faire qui pourrait gêner quiconque. Et lui, il était toujours derrière en disant mais en fait, pourquoi tu prends le temps de dire autant de choses, genre en fait si les gens veulent prendre l'information, que tu as envie de la partager, il y a aucun souci, mais là en l'occurrence c'est du jugement. Bah le jugement, tu réponds juste en disant ouais, on fait comme ça, voilà, point. Il y a pas besoin de trouver des justifications à pourquoi tu agis comme ça. Enfin, s'ils ont envie de se renseigner sur les bienfaits, bah ils se renseigneront. En attendant, nous on est clair avec ça, on n'a pas besoin d'aller voir les gens pour leur dire je te jure, ne nous juge pas, c'est pas si mal. Mais je crois qu'on a aussi vachement besoin de validation des autres. Mais tu sais, c'est ce qu'on retrouve aussi sur les réseaux, par exemple. Quand tu montres quelque chose, les plus belles, par exemple, tu sais, ces comptes où tout est parfait. Ces comptes où les photos sont, enfin les enfants sont bien habillés, les parents sont bien habillés, tout est toujours beau. Et c'est chouette d'avoir de l'esthétisme comme ça. Mais t'attends quand même une sorte de validation derrière ça, tu vois. Oui, complètement. De tes pères, parce que finalement les parents ce sont tes pères, c'est enfin père P-A-I-R-S, hein. Pas tes pères pas paternels, mais du coup c'est ça en fait, t'attends une validation de se dire ok, est-ce que je suis dans le bon rang, est-ce que je fais bien partie du clan des parents, est-ce que ce que je fais c'est bien, parce qu'en fait tu te poses aussi tout le temps la question, tu te remets tout le temps en question de savoir si tes choix sont les bons, et voilà. Mais je suis aussi vachement dans la justification, pas avec tout le monde, c'est drôle hein, mais pas avec tout le monde, mais généralement quand je sens une pointe de jugement comme ça, je suis aussi dans la justification, alors qu'en fait on n'a rien à justifier, parce que finalement on n'attend pas de justification des autres, nous, tu vois. Non, mais non, mais totalement, mais alors vraiment 1000 fois d'accord. Mais tu sais, en plus, je trouve qu'on en revient un peu sur les réseaux. Les gens sont beaucoup moins dans un truc de vie parfaite, et ça devient presque une fierté
fierté de venir assumer, enfin pas une fierté, mais en tout cas un leitmotiv de venir assumer aussi ses faiblesses, ce qu'on fait pas bien et tout, parce que je pense que les influenceurs, les influenceuses ont compris aussi que les gens avaient besoin de s'identifier. Plus qu'un modèle, ils avaient aussi besoin de pouvoir s'identifier pour se comparer à quelqu'un qui a aussi des faiblesses et tout ça. Mais moi, à un moment donné, j'ai cru qu'il fallait faire partie d'un groupe et qu'il fallait le packaging total. Tu sais, c'est genre quand tu rentres dans un truc, voilà, tu veux être dans une éducation sans violence éducative ordinaire. Au début, j'ai cru que pour faire partie de l'équipe, fallait porter. Bon bah ça c'est bon, je le faisais. Faire du cododo, ok ça c'est bon, je le faisais. Et allaiter sans jamais limite de temps. Et moi j'ai arrêté d'allaiter Ellie quand elle avait 6 mois et je l'ai très mal vécu. Mais je sais plus si je l'ai mal vécu parce que je suis pas allée chercher l'information pour pouvoir continuer et tout ça, ou si je l'ai mal vécu parce que je me disais mince, j'ai une case en moins cochée dans le packaging de la mère que je voulais être. Et tu sais, c'est comme quand tu t'engages dans l'écologie et tout ça, t'as l'impression que si tu coches pas toutes les cases, genre tu fais pas ton propre compost, tu tries pas tout, tu fais pas des économies et ben t'as l'impression que du coup tu peux même plus te vanter d'avoir une conscience écologique parce que tu fais pas tout. Et moi j'ai envie qu'on casse la figure à tous ces schémas types et ces listes là à cocher parce qu'elles font beaucoup de mal, parce qu'en fait il y a des gens qui baissent les bras sur certains trucs type je sais pas, mettons le cododo, ils vont baisser les bras dessus parce qu'ils vont se dire ouais mais vu que de toute façon je fais pas l'allaitement, enfin ça sert à rien. Mais non, rien ne sert à rien. Et tant que tu fais des choses à ton rythme, et puis peut-être qu'il y a des choses que tu veux mettre en place mais que tu te sens pas encore d'attaque pour le faire, ou que c'est pas le bon moment, ou que t'es pas encore prêt, ça viendra à un autre moment, ou ça viendra pas, mais c'est pas grave. Chaque chose qui est fait pour les bienfaits de la planète, si on parle d'écologie, ou de l'enfant, c'est toujours un pas à prendre, et ça sert à rien d'avoir déjà dans le viseur tout ce que t'as pas encore accompli. Déjà félicite-toi d'avoir déjà su mettre en place des choses ou remis en question certaines normes, quoi. Ouais. Et puis tu as aussi ce côté radical, tu vois, quand tu prends conscience des choses, de vouloir tout de suite. Et ça marche pas, tu vois. Je prends l'exemple, tu vois, tu parlais d'écologie. Tu vois, moi j'ai entamé une démarche zéro déchet. Et au début, tu sais, je voulais tout supprimer. Je voulais vraiment passer de tout à rien. Et en fait, ça a pas marché parce que du coup, c'est décourageant. Tu peux pas changer tes habitudes de 30 ans de vie en un mois. Ça n'existe pas. Enfin, c'est pas viable en fait sur le long terme. Et sur l'éducation, c'est un peu pareil, tu vois, quand tu commences à prendre conscience, à aller te renseigner, neurosciences, violence éducative ordinaire et compagnie, t'as envie de dire, surtout si tu te rends compte de ça alors que t'as déjà ton enfant et que t'avais commencé à faire des choses sur lesquelles tu n'es plus d'accord, de dire ok, j'arrête tout ça d'un coup, mais ça marche pas non plus, tu vois. Et tu faut pas non plus se flageller d'avoir quelques comportements qui sont inadaptés, parce qu'en fait ça arrive aussi. Tu peux pas être parfait, tu vois. Moi ça m'arrive de crier très honnêtement et de dire à ma fille c'est pas cool ce que tu fais, alors que je sais que dire c'est pas cool ce que tu fais, c'est pas une chose à dire. Je sais que ça fait partie de la liste de toutes les violences éducatives ordinaires, mais je le dis, ça m'arrive. Non, dis pas ça. Attends. Attends, mais ouais, parce que c'est pas cool ce que tu fais. Si ça, c'est de la violence éducative ordinaire. Non, mais si, je sais. Mais tu vois, tu vois ce que je veux dire Non, mais tu vois, parce que ça en fait partie, tu vois, quand tu regardes vraiment la liste, t'as vraiment le droit de, enfin, c'est, et c'est difficile. Cette liste, elle est dangereuse, je pense aussi, parce que, elle est pas bienveillante, cette liste, parce que pour moi, elle est, en fait, en gros, oui, alors bon, d'accord, ça fait comprendre un petit peu ce qui rentre dans la catégorie des violences éducatives ordinaires. Mais en fait, comme tu disais, quand tu veux rentrer dans des valeurs, dans des revendications et tout, que tu veux y rentrer pleinement d'un coup. Mais en fait, c'est ultra décourageant. Et moi, je pense vraiment qu'il y a eu un souci, et j'ai pu en faire partie à un moment donné, sur la communication, sur ces violences éducatives ordinaires, justement, sur les réseaux, qui ont été très décourageantes pour les parents. Parce qu'en fait, limite, ils se faisaient dire que ils avaient plus le droit, eux, de laisser de la place à leurs émotions, à leurs débordements et à leur fatigue. Et moi, j'ai été très dure avec moi-même aussi à un moment donné. Enfin, il y a un moment donné, je ne supportais pas, par exemple, quand mon chéri,
quand moi, par exemple, j'étais dans la cuisine, je faisais quelque chose. Ah oui, on est sur un cliché là. J'étais dans la cuisine, je faisais à manger. Non, c'était mon tour de faire à manger ce jour-là. Et si lui, il était dans le salon et qu'il ne regardait pas ma fille, je lui en voulais. Je lui disais, J'ai eu le mais même. regarde, c'est vrai. Non mais Ah, je lui disais, et j'en pleurais, tu sais. Non mais pour te dire quelle pression je me mettais. Genre j'étais dans la cuisine et je pleurais et puis il venait me voir, il me disait mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis bah t'es dans le salon et toi tu joues à la play alors que elle est à côté et tu la regardes même pas. Et il me disait bah ouais, enfin ça va, hein, t'inquiète, elle va pas être traumatisée et en fait, genre, je peux pas la regarder toutes les minutes. Et je disais mais mais j'ai eu faut la qu'on même s'arrête. chose. Mais c'est assez perturbant parce que enfin, moi je sais qu'il y a un moment où mon couple avait un côté, enfin, c'était compliqué dans mon couple à cause de ça. Parce que Ah j'étais ouais. trop sur l'exigence, tu sais, t'as pas le droit de regarder un message pendant que t'es avec elle, t'as pas le droit d'être sur ton téléphone, t'as pas le droit de faire autre chose quand t'es avec elle, il faut que tu sois en full Et on- time avec elle. Alors ouais. qu'en fait, objectivement, moi j'étais pas en full time avec elle quand j'étais avec elle, tu vois. Mais je voulais, Mais c'est parce que enfin, tu culpabilisais de toi. Non ouais, mais alors c'est ça. Mais oui, mais moi c'était pareil. Je culpabilisais moi des fois ou des moments où j'avais pu ne pas être en pleine conscience avec elle et compagnie. Et du coup, j'attendais de lui qu'il compense cette culpabilité que j'avais. Non mais oui, je comprends 1000 fois. tu vois. Mais c'est dingue, hein. Mais ça fait partie des travers et c'est difficile de, tu vois, puisque tu vois, tout à l'heure, on parlait d'instinct, mais c'est difficile, je trouve, de trouver le juste milieu entre toute cette liste de violences éducatives ordinaires et ton instinct à toi et ton mode de vie à toi. Parce que mine de rien, tu as le droit d'avoir des choix et des goûts et des envies qui, enfin, tu vas pas les renier parce qu'il faut que tu sois dans cette liste non plus, tu vois, parce que ça envoie aussi le mauvais message. Ça veut dire quoi? Que je dois m'oublier et que je dois oublier ce que j'aime et ce que je fais pour mon enfant. Ouais, Non, oui. faudrait que ça soit complémentaire en fait et ça prend du temps. Mais enfin moi j'ai l'impression d'arriver enfin à cette complémentarité après 3 ans et demi de lutte acharnée avec moi-même parce que c'est ça finalement, c'est de la lutte, tu vois, avec toi-même parce que tu sais pas, en fait, tu te fais plus confiance entre est-ce que je fais cette chose-là parce que on me l'a inculqué quand j'étais jeune, est-ce que je fais ça parce que je suis une liste ou est-ce que je fais ça parce que j'en suis intimement convaincue. Tu vois, c'est difficile de parfois faire la part des choses, je trouve. Oui, mais complètement. Et en plus, je trouve que c'est facile à un moment donné de trouver un peu de bon sens pour trouver un équilibre entre nos propres besoins, ceux de notre enfant, la liste des VO et tout ça. Mais il faut pas oublier qu'il y a des gens qui n'ont pas ce recul-là. Enfin, tu vois, je vois toi, tu te dis, en 3 ans et demi, j'ai trouvé un équilibre, ce qui peut être à la fois court et très long, mais il y a des gens, cet équilibre-là, parce que ils ont pas cette curiosité d'aller chercher des informations par eux-mêmes, parce qu'ils ont pas assez peut-être d'entourage ou quoi, ils vont se contenter de suivre une personne ou de prendre une liste et d'essayer de suivre ce truc à la lettre, ou alors se mettre en confrontation totale contre ce système là et justement essayer de créer quelque chose qui est complètement en conflit. Et on l'a vu à un moment donné sur les réseaux, il y avait un réel conflit entre, non Ouais. mais c'était affligeant de dire ça, entre les pro-VEO et les anti-VEO. Et je me disais, mais comment? Évidemment que c'est ces gens qui se revendiquent pro-VEO, ils ne le sont pas. Mais c'était tellement violent pour eux, je pense, de s'entendre dire que oui, punir, mettre au coin, machin, c'était des violences éducatives ordinaires. Violence, c'est un mot extrêmement fort. Et, Mm. et même si, pour moi, il prend sa pleine mesure du moment où on fait du chantage, on menace, on humilie un enfant, je pense qu'il y avait des chemins à emprunter qui étaient différents selon si on voulait faire passer le message à telle personne ou à telle personne, parce que tout le monde n'est pas sur un stade aussi avancé. Et Mm. aujourd'hui, moi, j'aime bien plutôt expliquer aux gens comment je m'écoute moi aussi et comme je faillis des fois à ce que j'essaye d'apporter à Ellie. Là j'ai un exemple très récent. Elle se levait, voilà, genre bon bah un coucher classique d'enfant qui se couche parce qu'il est fatigué, puis finalement se relève parce que oh bah il a soif, oh bah il a envie de faire pipi, oh bah il y a un petit câlin, un petit machin. Et puis c'était un soir où il fallait absolument que j'aille, mon conjoint n'était pas là ce soir-là, il fallait absolument que moi j'aille travailler, j'avais un truc en retard, il fallait absolument que j'aille travailler et ça faisait 3 fois qu'elle se levait pour des excuses, voilà, qui étaient pas, voilà, elle buvait une goutte d'eau et elle disait ah c'est bon,
j'ai bien bu. Et j'avais vraiment très soif. Et à un moment donné, elle se relève et je m'énerve et je lui dis non mais Ellie c'est bon là tu te moques de moi, c'est pas possible, genre qu'est-ce que c'est maintenant. Et elle me dit mais je veux faire pipi, donc je l'emmène aux toilettes et pendant qu'elle était aux toilettes, j'étais là franchement ça me saoule, moi il faut que je travaille, ça fait 4 fois que je me relève et tout. Et d'un seul coup, donc elle me disait rien, elle me regardait, elle a 3 ans et demi ma fille, d'un seul coup je la regarde et j'arrête et je lui dis oh là là mais je suis désolée. Je lui dis je sais pas ce qui m'a pris, là, c'est juste que je suis stressée. Enfin, oui, j'avais pas à m'énerver contre toi comme ça et tout. Je dis, bah écoute, désolée. En plus, enfin, pour le coup, tu fais vraiment pipi, donc excuse-moi. Et en fait, ça s'est trop bien terminé. Moi, j'étais hyper apaisée. Elle m'a fait un gros câlin. Elle a dit, c'est pas grave, maman, bonne nuit. Elle est allée se coucher, elle ne s'est plus lever. Et moi, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, si j'étais allée juste, si je l'avais recouché et que j'étais repartie dans mon bureau, je me serais pris la tête en me disant, pourquoi tu l'as parlé comme ça, en plus, la pauvre et tout. Et là, juste, je me suis excusée tout de suite. Je me suis sentie bien parce que je me suis dit, bon, bah, j'avais le droit d'être en colère. J'avais le droit d'être stressée. Mais par contre, j'ai surtout le devoir ensuite de lui expliquer qu'en fait, elle y est pour rien. Et que et pour moi, ça, je dirais pas que ça efface tout parce que si demain un parent met une énorme baffe à son gamin et genre 2 secondes après lui dit oh là là, j'aurais pas dû machin. En attendant, quand même, c'est chaud. On fera le pas geste est son enfant, quoi. grave. Après, tu vois, il y a le côté s'excuser ou remettre en question. Tu vois, si la personne se rend compte que ce geste est inapproprié et qu'après elle travaille dans le sens où Oui. parce que ça n'arrive Ouais. plus, tu vois. Juste s'excuser, recommencer le lendemain, là, ça n'a pas de sens, tu vois. C'est ça. En fait, c'est parce que je me disais, moi, ma colère, elle reviendra et je me réexcuserai. Et quand je disais la baffe, c'était dans le sens, si la baffe, elle revient systématique et qu'à chaque fois, il s'excuse, ouais, bah ça va, c'est gentil. Non. Enfin, non, merci, quoi. Genre, travaille sur ta colère et sur la façon de la gérer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, parce que je me dis, bon, bah, si tu te mets en colère de temps en temps, que tu t'excuses et que t'expliques la raison de la colère et que voilà, genre, ça veut dire que demain, ton enfant, il se met en colère, peut-être que lui aussi sera en mesure d'expliquer sa colère et de s'excuser s'il juge que voilà. Par contre, frapper, quand bien même tu t'excuses, si c'est un geste qui revient souvent, bah, ton enfant va aussi frapper et dire, ah, mais désolé, mais bon, moi, chez moi, on me tape et on s'excuse, bah, c'est bon, je dis pardon, quoi, tu vois. Donc voilà, je veux pas partir sur le truc, trop, voilà, où forcément il y a une reproduction de ce qui se passe à la maison, mais on n'a pas besoin d'avoir fait des études de psychologie pour comprendre que oui, généralement un enfant va souvent reproduire le modèle qu'il voit à la maison. Donc si on montre un peu d'empathie à son enfant, il y a de fortes chances que cet enfant-là montre un peu d'empathie à son tour par la suite. Mais tu le vois de toute façon dans la réaction qu'elle a eue, tu vois, parce que pour le coup, moi aussi, ça m'arrive et à chaque fois, il y a de l'excuse et ça m'arrive souvent à la même période du mois, bizarrement. Mais du coup, elle le sait. Tu vois, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais je communique beaucoup, par exemple, tu vois, avec les fluctuations du cycle et tout ça, parce que ça a un impact fort sur notre quotidien. Mais elle sait. Et ça développe clairement une empathie et une réaction positive. Tu vois, par exemple, toi t'expliquais que quand tu t'es excusé, bah ta fille t'a dit ah ben c'est rien, enfin c'est ok, bisous, bonne nuit quoi en gros. Ouais. Mais elle est là l'empathie en fait. Elle sait que ça arrive parce que ça lui arrive et elle sait que c'est normal en fait d'être en colère. Le sentiment de l'émotion, le sentiment de colère est normal et humain. C'est la façon dont elle est exprimée qui peut être problématique et il y a des moyens de travailler dessus. Je veux dire, on n'a pas tous les mêmes clés. Si à un moment notre colère sorte de façon violente, c'est qu'il y a un problème et que ce problème est arrivé clairement. Mais du coup, en face, la réaction, elle est là et en fait, il y a pas de. Tu vois, tout à l'heure, c'est drôle parce que tu disais, t'avais vu la pureté chez ta fille et c'est ça en fait chez les enfants. C'est que il y a c'est une page blanche. Tout est à écrire et la réaction naturelle de l'enfant, c'est l'empathie. Et c'est à nous aussi de retrouver cette empathie naturelle-là, parce que parfois elle a été entravée, il y a eu des choses, une éducation où la vie a fait que on a dû cacher cette empathie-là, mais naturellement l'enfant est empathique. Naturellement, oui, mais tu vois. Ouais, et puis en plus je me rends compte que parfois un manque d'empathie dans un foyer. Alors, attends, parce qu'il faut que je mette ma pensée en ordre. Tu sais, des fois, tu as des parents qui sont extrêmement serviables à l'extérieur, qui sont extrêmement
trop docile, trop à l'écoute, trop à s'oublier et tout. Et en fait, pour compenser ça, ce truc de servitude presque, enfin d'être complètement au service des autres, pour compenser ça, ils vont générer la même chose à l'inverse avec leurs enfants. Du coup, être en attente parce que l'enfant étant plus faible, plus malléable et tout, en rentrant chez eux, ils vont attendre de l'enfant ce que eux donnent à l'extérieur, comme une sorte de vengeance, tu vois. En fait, c'est comme s'il y avait une hiérarchie, en fait, tu sais. Genre, à l'extérieur, je suis pas dominant, donc je vais être dominant à la maison. Ouais. Oui, complètement. Et du coup, pareil, ben en fait, l'enfant va apprendre, pareil, à s'oublier au profit de l'autre et tout. Et plus tard, il va peut-être avoir tendance avec ses enfants à de nouveau essayer de lui prendre le dessus et attendre beaucoup de choses de la part de ses enfants parce que il y a une sorte de frustration et une non-écoute de ses propres besoins avec ses pairs. Et aujourd'hui, moi, je trouve que c'est important de savoir prendre soin de soi en tant qu'adulte, en tant que enfin au-delà de notre rôle de parent, pour être un meilleur parent. C'est-à-dire que moi j'ai appris par exemple à dire non et aux gens qui m'entouraient, à arrêter de toujours dire oui à tout, voilà, cette peur de pas être aimé et tout ça, à me dire non mais ça va en fait, c'est bon, tu peux leur dire non, les gens ils vont continuer de t'apprécier, c'est pas un problème. Et en me donnant plus de valeur, et ben j'ai l'impression d'être devenue une meilleure maman dans le sens où j'avais plus de place pour voilà pour être pleine d'empathie avec ma fille, pour être à l'écoute de ses besoins à elle, parce que je me disais pas ah bah super, moi il y a vraiment personne pour prendre en compte mes besoins quoi. Bah non, parce que j'avais su moi m'écouter et être à l'écoute de mes propres besoins et tout. Et surtout en fait un enfant il est pas là pour venir penser nos plaies, pour venir compenser un besoin affectif, compenser un besoin d'écoute ou ce genre de choses. Un enfant c'est à nous de lui apporter des choses. Et s'il nous en apporte en retour, c'est génial, mais il n'est pas là pour venir guérir ou penser des blessures intérieures. C'est pour ça que c'est important, à mon sens, d'avant ou après la naissance de son enfant, savoir faire un travail sur soi-même quand on en a besoin, parce que moi, j'avais vraiment envie d'arriver page blanche avec ma fille en tant que mère et qu'elle soit pas déjà greffonnée par toutes ces normes qu'on avait bien ancrées à l'intérieur de ma conscience, les normes, voilà, tous ces ismes et puis voilà, genre ne surtout pas rentrer dans une éducation trop genrée, ne pas rentrer dans des trucs avec du chantage et tout ça parce que c'était un peu tout ce que je connaissais et ça m'a fait du bien en fait de pouvoir arriver page blanche et me dire alors voilà, chapitre 1, quelle mère je vais être. C'est voilà, et puis même s'il y a des erreurs, et ben ces erreurs pour moi elles sont nécessaires. Tout à l'heure tu disais on peut pas être parfaite, mais moi je pense que c'est justement ça qui nous rend parfait, parce qu'en fait ça prouve à notre enfant que il y a le droit à l'erreur aussi, et que il a le droit lui aussi d'être envahi par des sentiments de colère ou de faire des ce qu'on appelle des erreurs. Voilà, c'est ok. Et puis ben si tes parents ils les font, qui sont capables de les reconnaître sans mauvaise foi, et qu'en plus ils sont capables de les remettre en question, de s'excuser et tout, ben mais quel bel exemple c'est pour l'enfant. Au contraire, je trouve que ça serait horrible d'être des parents parfaits qui débordent jamais. Ça mettrait une pression folle aux enfants. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, moi j'aime bien voir cette notion de réservoir. Tu sais, tout à l'heure tu disais que t'avais appris à dire non et à te retrouver toi pour prendre la place, pour devenir la mère que tu voulais être. Mais tu vois, moi j'aime bien l'illustrer avec cette notion de réservoir, c'est-à-dire que tu dois avoir un réservoir affectif rempli pour pouvoir être donné en fait. Tu peux pas donner quand c'est vide. Ça ne marche pas. Tu peux pas donner ce que t'as pas. Alors qu'en fait, juste remplir son propre réservoir avec, ça peut être avec n'importe quoi. Tu vois, des activités qui te plaisent, un peu de crochet, un peu de tricot, un peu de travail, un peu de whatever. En fait, on s'en fiche. Et de tout ce qui te fait du bien. En fait, pour être zen, pour être bien, pour pouvoir donner et apporter à ton enfant. Mais c'est valable. Tu vois, par exemple, hier. Journée mercredi, j'avais pas mon réservoir était clairement vide et du coup celui de ma fille aussi, mais on n'arrivait pas à elle voulait absolument que je joue avec elle au pet shop. Je n'aime pas jouer au pet shop, je n'aime pas ça. Et mais autant habituellement je peux faire un effort. Mais là hier j'y arrivais pas, et en fait elle avait ce qu'elle me disait, c'était parce qu'elle insistait, tu vois, elle voulait absolument, ce qu'elle voulait c'était maman, remplis mon réservoir, j'en ai besoin.
Et moi, ce que je lui disais, c'est, je suis désolée, mais je ne peux pas, je n'ai rien à mettre dedans, tu vois. Et c'est difficile, mais et ça arrive en fait, ça arrive aussi. Après, finalement, on a réussi à se remplir à coups de brownie et ça allait mieux. Mais, il y a un petit plaisir, hein. Mais ça allait mieux. Mais tu vois, de comprendre ça et que c'est pas juste elle qui était en mode dictatrice, maman joue avec moi, c'est tout de suite maintenant. Non, c'était maman, j'ai besoin de toi. Et moi, c'était pas non, je ne vais pas jouer avec toi, tu ne m'obligeras pas à le faire parce que je suis au-dessus de toi. C'était non, je suis désolée, mais je ne suis pas capable de te donner ça parce que je ne l'ai pas. Et de Oui. tu vois. Et il y a toujours des compromis. En plus, moi, j'ai toujours aussi... Ellie, elle adore les Playmobil. Et c'est génial. Moi aussi, j'adorais les Playmobil. Quand j'étais enfant, maintenant, je ne sais plus jouer au Playmobil. Enfin, Oui, vraiment, c'est dingue, hein, cette histoire. Ah ouais, non, mais vraiment, ça m'embête parce que, genre, j'adore inventer des histoires et tout ça, mais vraiment, je m'ennuie. Et avant, je culpabilisais, évidemment, la culpabilité au cœur de toute ma vie. Non, mais je culpabilisais vachement à me dire, oh, mais c'est horrible, tu joues pas avec elle. En plus, elle est fille unique, elle a pas de frères et sœurs pour jouer avec elle. J'ai exactement la même réflexion. Et du coup, un jour, je me suis dit, non, parce qu'il y a des trucs que j'adore faire. Genre, j'adore faire des puzzles, j'adore faire la pâte à modeler, j'adore lire des livres, j'adore dessiner. Et donc, quand j'ai compris que j'avais le droit de lui dire, ça, j'aime pas, tu joues avec quelqu'un que qui aime bien ça, désolée, j'ai pas envie de me forcer à faire un truc que j'aime vraiment pas faire. Enfin, genre, surtout si c'est pas nécessaire et qu'on peut faire autre chose. Par contre, voilà, si tu veux, je te propose toutes ces activités, tu peux choisir parmi celles-là. Enfin, c'est quand même cool, quoi. C'est pas comme si je lui disais, on joue pas à ça, on joue plutôt à ça. Parce que maman, elle a décidé qu'elle préférait faire un Scrabble. et non, bah, pas du tout, j'aime pas du tout le Scrabble en plus. Mais oui, c'est et voilà, je trouve que ça s'équilibre après avec tous les autres personnes qui jalonnent sa vie, que ça soit les copains, son papa, les autres adultes qui l'entourent. Et ben en fait, elle va toujours trouver une personne qui va apprécier une des choses qu'elle va proposer. Mais je trouve que c'est plutôt cool même pour elle que quand on joue à quelque chose avec elle, ça soit un truc auquel on a vraiment envie de participer et pas par défaut, genre ah oui super le papa Playmobil, là là là. C'est vraiment. En plus j'avais lu un truc trop qui m'avait marqué quand j'étais enceinte, c'était il vaut mieux ne pas lire de livres si vous n'aimez pas ça, sinon ça va dégoûter votre enfant. Et moi j'adore lire des livres, donc je pense que j'ai mis tellement de passion à lire des livres qu'Ellie, elle est fan de livres, vraiment, elle adore ça, elle le place au-dessus de tout, genre vraiment les livres, ça remplace n'importe quel jeu. Et des fois, ça m'arrive de pas avoir trop envie ou parce qu'un livre me plaît pas. Et là, je m'interdis de le faire parce que je me dis, je vais le faire, mais je vais pas y mettre d'envie ou de passion et j'ai pas envie qu'elle croie que le moment de lecture, c'est un moment où maman, elle souffle en tournant les pages, quoi. Parce que c'est important que les moments ils soient des moments privilégiés, même s'ils sont courts, même s'ils sont pas forcément au moment où l'un ou l'autre a vraiment envie. Il faut que ce soit des moments de qualité et pour ça, il faut accepter que des fois, on n'ait pas envie de faire quelque chose. Mais tu vois, tu parlais de réservoir à remplir. Et moi, j'ai envie de parler de réservoir à vider aussi. Parce que je trouve que ce qui est important, c'est d'apprendre aussi à ses enfants à reconnaître l'émotion qui les traverse. Et pour ça, moi, en tant qu'adulte, je n'arrive pas à identifier ce que je traverse si j'ai pas vidé ma jarre à problèmes avant. Et donc, j'ai vraiment besoin de traiter les problèmes les uns après les autres, les émotions les unes après les autres. Sinon, elles se mélangent et je ne sais plus ce que je ressens, pourquoi je le ressens. Et c'est vrai que nous, on apprend aussi beaucoup à communiquer, à verbaliser avec Ellie. On a la roue des émotions, c'est trop fou, je pensais pas, mais elle s'en sert énormément. C'est une roue où voilà, tu tournes et tu te dis bah voilà, je me sens comme ça, j'ai besoin de ça et voilà, c'est assez cool et je suis trop subjuguée de voir cette toute petite fille à 3 ans et demi qui vient me voir et des fois qui me dit maman je ressens de la tristesse et j'ai besoin d'un câlin et je me dis mais c'est génial et des fois elle arrive pas forcément toujours à verbaliser le pourquoi mais en tout cas l'émotion elle a su l'identifier. Et on peut tout de suite essayer de trouver comment la combler plutôt qu'elle grossisse, qu'on n'arrive plus du tout à la nommer et qu'elle se perde au milieu de cette jarre qui se vide pas. Et je trouve que je veux pas généraliser, mais nous, à notre génération peut-être, ou nous à notre âge, une trentaine d'années, tout ça. Enfin non, mais tous les adultes, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais appris à vider leur jarre et c'est fort dommage parce que tout s'y mélange et des fois, il y a des émotions qui nous traversent, on pense qu'elles sont négatives et en fait, elles le sont pas forcément ou en tout cas, elles peuvent être hyper proactives.
Et c'est trop intéressant de pouvoir s'y connecter, se laisser traverser par cette émotion sans résister, sans la ranger dans cette jarre-là. Et quel exemple pour nos enfants, hein, genre oui, laissez-vous traverser par les émotions, c'est la vie aussi, pleurer, être heureux, être en colère, ça c'est tout un panel d'émotions et de couleurs qui sont importantes à vivre, quoi. Complètement. Tu parles de la route des émotions, tu peux nous donner la référence parce que je pense savoir laquelle il s'agit. C'est dis-moi. C'est parce que moi j'ai acheté sur Uptime et ça c'est l'autrement dit. D'accord. Parce que du coup, alors, j'en ai même deux, j'en ai une pour les adultes et une pour les enfants. Et donc ça s'appelle, je crois que la marque c'est l'autrement dit, oui. D'accord. Parce que c'est un outil formidable. Tu vois, nous on utilise, on n'a pas de roue des émotions, mais donc du coup ça me travaille parce que c'est vrai que ça peut être pas mal. Mais nous, tu sais, on a le monstre des couleurs, le livre là, le super livre avec toutes les émotions. Ouais, il est trop bien et on l'a. En plus, il est magnifique avec ce pop-up là, trop chouette. Enfin, je suis très très livre aussi et on est très livre et nous aussi à la maison, le livre passe au-dessus de tous les jeux. C'est quelque chose qu'on adore et donc du coup on passe beaucoup par rapport au livre pour exprimer l'émotion. Mais là j'ai l'impression, tu vois, moi de rencontrer justement une impasse où elle connaît les émotions, mais je pense qu'elle aurait besoin d'un support en plus pour exprimer. Parce que là, je pense qu'on arrive sur un problème comme ça. Mais donc du coup, c'est pas mal de donner d'avoir ce type d'outils. Y a-t-il d'autres outils toi sur lesquels tu t'appuies, que ce soit pour les violences éducatives ordinaires? Déjà t'en produis des outils, c'est déjà pas mal. Mais est-ce que t'as d'autres outils comme ça? Je réfléchis. Pour les émotions, je parlais des Playmobil tout à l'heure, mais j'avais mis en place, je sais plus comment j'avais trouvé cette idée-là, mais je sais qu'à un moment donné, sur les couchers, c'était vraiment problématique, on comprenait pas trop pourquoi, mais et j'avais mis, enfin spontanément j'avais joué au Playmobil avec Ellie en jouant du coup la petite fille et elle jouait les parents. Et en fait, je jouais en fait les scènes des soirs. Donc la réaction que Ellie avait, je la jouais avec le Playmobil enfant. Et en fait, elle jouait les parents. Et en fait, dans le discours qu'elle donnait aux parents, j'ai compris des choses. Parce que c'était un discours qu'on ne tenait pas, mais je me suis dit, si elle le joue comme ça, c'est que c'est peut-être comme ça qu'elle le perçoit en fait. Ouais. Et donc du coup, on a pu nous complètement changer de discours ou en tout cas l'exprimer plus clairement avec plus d'explications derrière nos attentes, nos besoins et tout ça. Et en fait, quand on a pu exprimer tout ça, parce que elle quand elle verbalisait, c'était genre parce que je sais plus, mais il y avait un truc que j'arrive plus à expliquer. Pas forcément dire, enfin qui est pas forcément cohérent. Tu vois, nous sur le coucher par exemple, Alice nous dit, elle veut pas dormir parce que elle a peur que les nouveaux voisins fassent des travaux. Ça veut rien dire, mais ça cache autre chose en fait, et c'est cette autre chose là qu'il faut trouver. C'est pas toujours évident. Oui, mais complètement. Et puis, à nous aussi de verbaliser nos attentes plus clairement. Par exemple, nous, on a expliqué à Ellie qu'il y avait... En fait, en soi, qu'elle se couche pour dormir ou qu'elle se couche pour jouer, c'est pas un problème. Mais qu'en fait, on lui donnait beaucoup de temps dans la journée, que voilà, que nos journées étaient rythmées en fait autour de ce qu'on allait pouvoir mettre en place pour elle, de à la fois aussi notre temps de travail et tout ça, mais nous on est tous les deux à la maison, donc du coup ça facilite quand même pas mal les choses. Mais en soi, voilà, beaucoup autour de son rythme à elle. Et en fait, on lui a expliqué que le soir, c'est un moment où nous, on avait vraiment besoin, avec son papa, de se retrouver tous les deux, de passer un moment tous les deux, de pouvoir discuter tous les deux. Et en fait, quand on a pu exprimer ce truc-là, au lieu de dire « Ah, mais moi, je veux être avec vous, moi, nanana », pas du tout. Elle a réagi, mais d'une façon genre incroyable, c'est-à-dire qu'elle est allée d'elle-même dans sa chambre, qu'elle a joué avant d'aller se coucher, mais qu'elle a complètement compris qu'on en avait besoin. Et je me suis dit, c'est génial parce que au lieu de passer par des trucs genre non, mais c'est pour ton bien, il faut que tu dormes, nanana,
Bah, en fait, on l'a joué honnête en disant, en fait, en vrai, on a surtout besoin d'être que tous les deux là. Vraiment, on t'aime, hein, Ouais. ma chérie, mais là, on a vraiment besoin d'avoir des discussions d'adultes et genre, on a envie de regarder des trucs qui sont pas forcément pour les enfants et donc du coup, tu peux pas être dans la même pièce que nous. On a envie, voilà, genre, on a envie de se retrouver tous les deux et pour ça, et c'est important en fait qu'on ait ce moment-là. Et en fait, l'enfant ne le jalouse pas en fait, il peut complètement l'entendre et je pense que aussi c'est important de comprendre que l'enfant il le sent quand on lui dit pas tout. Il le sent quand il y a quand ce qu'on lui dit ça c'est pas exact avec nos attentes réelles en fait. Et nous on a choisi un peu la transparence en lui disant clairement en fait vraiment tu fais ce que tu veux dans ta chambre, tu joues, tu fais ce que tu veux juste là en fait nous on veut être tous les deux. Et comme elle l'a compris, ça a été hyper confort et on apprécie d'autant plus les moments parce qu'on n'est pas passé avant par un tu dors et c'est comme ça et puis de toute façon vu que t'as école il faut se lever et c'est important et machin. Non, enfin, elle dormira quand on en ressentira le besoin, et si elle s'endort tard, ben demain ce sera un peu plus dur, mais peut-être elle se couchera plus tôt le soir d'après. Enfin, respectons aussi le les besoins naturels de nos enfants. Elle va pas se laisser mourir de fatigue juste pour lutter en confrontation avec l'heure du coucher qu'on lui a imposé entre guillemets. Non, enfin quand elle est fatiguée, elle va se coucher et des fois c'est 8 heures, des fois c'est 22 heures, mais bon bah voilà, c'est comme ça. Mais nous en Ouais. attendant, à partir de 9 heures, on a besoin d'être tous les deux et puis voilà, c'est un truc qu'on a appris à s'écouter. On a mis longtemps avant d'accepter qu'on avait ce besoin-là et qu'il était acceptable, que ça faisait pas de nous des mauvais parents. Et là, tout le monde se porte vachement bien comme ça. Hein. C'est très inspirant. Tu réponds à une problématique très actuelle chez moi. C'est vrai. Moi, je suis contente Ouais. si je Ouais, bah après c'est drôle hein, parce que je me répète, mais je suis sur un même cas de figure si tu veux. Nous à la maison, on est tous les deux à la maison aussi. Confinement ou pas confinement, c'est la même chose. On est à la maison, on travaille à la maison. Donc elle est fille unique et elle le sera. Donc tu vois, c'est plein de similitudes comme ça. Mais ouais, en ce moment, les couchers sont un peu plus compliqués. Alors, je sais qu'il y a aussi une part de l'ambiance qu'il y a autour de nous qui est un peu difficile et enfin, qu'il faut aussi verbaliser. Ça, c'est pas évident dans le sens où, encore un confinement, encore ceci, cela, où elle se dépense moins aussi parce que, on sort beaucoup moins et ce genre de choses et c'est à prendre en compte. Ouais. Mais du coup ouais on est sur ça et c'est vrai que j'ai parfois les dérives enfin les dérives c'est un gros mot dérive hein, pour dire ça mais de dire c'est pour ton bien et parce que demain tu vas être fatigué en soi c'est une vraie inquiétude, j'ai pas envie qu'elle passe une mauvaise journée parce qu'elle est fatiguée tu vois mais en même temps c'est pas non plus une bonne raison enfin moi aussi des fois je suis fatiguée et je vais pas me coucher pour autant tu vois. Donc finalement c'est juste remettre les choses à un niveau et encore une fois finalement c'est changer d'angle. Oui, je fais une très belle transition. C'est changer d'angle et se remettre au même niveau et de se dire en fait si elle dort pas maintenant c'est qu'il y a une raison. Elle sait peut-être pas l'exprimer, elle sait pas le verbaliser de façon à ce que nous on le comprenne, mais c'est aussi à nous d'aller chercher les clés derrière et d'aller voir ce qui se passe en fait et d'être à l'écoute et d'être là et pas imposer des horaires parce que c'est l'horaire et parce que c'est à cette heure-là qu'on a décidé et ça veut rien dire finalement. Non, mais oui, oui, complètement. Alors qu'en fait, un enfant à qui on explique, là, on parlait des couchers, mais ça peut être pour plein de choses, en fait. J'ai pas d'exemple, là, mais il y a des choses, en fait, quand on les verbalise clairement, je trouve que ça fait moins peur. Je pense, par exemple, à des soins médicaux. Plutôt que Ouais. d'essayer de passer par des subterfuges voilà, pour essayer de faire passer la pilule en douceur et tout ça, en fait, des fois, il vaut mieux y aller très clairement parce qu'en fait, l'enfant va sentir qu'il y a une sorte d'honnêteté et qu'en fait, il peut nous faire confiance parce qu'on va pas lui cacher des choses, on va pas essayer de contourner un truc. Enfin, moi, je sais que des fois, Ellie, quand des adultes s'adressent à elle sur des choses, des actes qui vont lui être donnés, je sais pas, un soin par exemple d'un docteur ou quelqu'un qui veut lui dire on va faire ça. Souvent, elle se tourne vers nous pour faire Mhm. valider un peu, parce qu'elle sait que nous, en fait, on va lui dire clairement. Genre les vrais faits en fait de ce qui va vraiment se passer
tu vois, je trouve que c'est et puis ça casse aussi ces trucs là, tu sais, on a trop voulu infantiliser, mais bon, genre les enfants, mais au point où tu sais, tu sais, même les mots, ils devenaient genre Ouais. la tuture, la machin, tu vas avoir une toute petite piqûre de rien du tout, tu machin et tout. Ouais. Bah, en fait, je trouve que tu les prépares à quoi quand tu lui dis tu vas avoir une toute petite piqûre de rien, oh regarde le plafond comme c'est beau, hop je te pique machin, alors que Non, ça fait un en mal fait de au chien. au final, nous, notre fille, elle a eu une piqûre et elle en redemande parce que l'accompagnement, ça s'est fait d'une façon mais merveilleuse. Genre vraiment, la personne, elle lui disait, tu peux regarder, voilà, là, je rentre l'aiguille dans ta paume et nanana. Et en fait, il y a eu un diplôme de courage. À la fin, elle était trop contente. Elle n'a pas pleuré, elle a rien fait, machin. Et elle en reparle souvent, elle le rejoue souvent avec ses poupées. On l'avait fait, nous, avant, on avait joué, mais on lui avait pas menti. On lui a dit, oui, tu as une aiguille. On lui montrait un petit peu ce que c'était une aiguille qui va rentrer dans ta peau. Ça va prendre de ton sang, mais t'inquiète pas, le trou, il se rebouge. Enfin bref, on avait tout verbalisé. Et du coup, elle est partie là-bas. Elle n'a été surprise et traumatisée par rien parce qu'en fait, de toute façon, on l'avait préparée à tout ça. Évidemment, on la prépare pas à tout. Il y a des choses, évidemment, qu'on n'aborde pas avec les enfants. Mais encore une fois, c'est ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des choses qui tombent tellement sous le sens qu'on oublie de le préciser. Mais aujourd'hui, quand tu travailles sur les réseaux, je pense que toi, tu dois aussi le voir maintenant. Quand tu postes des textes sur des réseaux, tout est décortiqué. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Dans ce que tu dis, il faut que tu sois ultra inclusif. Faut pas que tu abordes des choses sans pouvoir l'expliquer derrière. C'est le luxe du podcast, c'est qu'on a le temps d'expliquer pourquoi on pense pas, pourquoi on en est arrivé à avoir ce système de pensée et tout ça. Dans un post ou dans un dessin, t'as pas le temps. Genre ce que tu dis, il faut que tout de suite dedans, ça soit à la fois suffisamment altruiste, bienveillant, inclusif, non genré, non sexiste, non. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Non, mais c'est compliqué. C'est chaud. Très compliqué. Il faut apprendre à le faire sans tomber dans le truc de, tu sais, j'aime pas là, tu sais, quand on veut caresser dans le sens du poil absolument tout le monde. Mais c'est important de pas se positionner trop durement sur des choses parce que des fois on oublie. Tu sais, des fois, moi, j'étais la première quand je voyais des parents porter leur bébé dans des porte-bébés ou en position absolument non physiologique. Tu jugeais? J'étais la première à me dire, oh mon Dieu, pourquoi ils font ça? Et je me disais, comment je pourrais, l'air de rien? Et bon, évidemment que je n'abordais pas ces gens, mais heureusement, parce que plus tard, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui avaient des bébés qui ne pouvaient pas être portés en position physiologique parce que reflux, parce que machin, c'était des bébés qui avaient besoin d'être portés face monde ou parce que il y avait aucune position dans laquelle ils étaient suffisamment confortables outre celle où ils étaient face monde et compagnie. Et du coup, ou portés très bas, pas forcément en non physio, mais portés très bas en face monde et tout. Si j'avais croisé ces gens-là dans la rue, j'aurais émis un jugement dans ma tête. Et pour avoir discuté avec des gens qui faisaient ça et pour avoir compris les raisons pour lesquelles ils les faisaient, des gens qui étaient formés en fait pour porter les bébés, qui avaient envie de porter physiologiquement et qui n'avaient pas d'autre choix que de faire comme ça, j'ai compris que c'était génial de pouvoir tourner sa langue, pas cette fois, mais 10 fois dans sa bouche avant de pouvoir dire quelque chose, parce qu'il faut prendre en compte tout l'historique de la personne en face. Et peut-être que si cette personne, elle agit comme ça, qu'elle dit comme ça, qu'elle fait comme ça, qu'elle porte comme ça, qu'elle dort comme ça avec son bébé, et avant d'avoir un jugement, il faut prendre en compte beaucoup de choses et c'est trop important de se rappeler de ça pour ne pas avoir de conclusions hâtives qui sont liées à notre spectre, à nous, unique. Et on n'a pas tout vu, on n'a pas tout vécu. On ne pourra jamais se mettre à la place de tous les parents. Et c'est pour ça que j'essaie d'être extrêmement bienveillante, y compris avec les parents qui exercent encore des violences éducatives ordinaires. Parce que de toute façon, en y allant en confrontation, le message passe pas déjà, mais qu'en plus, il y a des bagages qui sont trop lourds à poser et qu'il faut beaucoup plus de temps et qu'il vaut mieux semer des graines qui mettront longtemps à germer plutôt que d'essayer de bourrer de terreau là pour que la personne, que la graine elle germe plus rapidement. Je trouve qu'aujourd'hui, il faut enrober avec encore plus de bienveillance tous nos propos pour prendre en compte toutes les difficultés, les handicaps, les problématiques qui sont propres à chacun. Ouais, et pas oublier que ce qu'on voit, que ce soit dans la vraie vie ou dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, c'est une fenêtre.
C'est pas tu vois pas toute la maison en fait. C'est tu vois une pièce, tu vois ce qu'on veut bien te montrer. Et c'est différent. Tu n'as pas dans tous les cas. Je pense que le jugement n'a pas sa place. Ah, puis c'est terrible, hein. En tant que parent, enfin déjà on se remet en question tellement, enfin Ouais. je pense pas qu'il y ait beaucoup de parents, enfin de jeunes parents en tout cas, enfin de nouveaux parents on va dire. Quand t'es un peu rodé avec plusieurs enfants, peut-être que tu te poses un peu moins de questions. Mais je pense pas qu'il y ait de nouveaux parents qui arrivent armés au point d'accepter absolument toutes les remarques sans Non. remettre en question sa qualité de parent. Et je trouve que c'est d'une violence extrême. Même juste un regard des fois peut être d'une violence extrême et vraiment, enfin moi je me rappelle au début c'était terrible, j'avais l'impression que chaque remarque c'était un coup de poignard qu'on mettait dans mon ego de maman voilà, genre on me disait ah tu fais comme ça et moi j'entendais incapable Ouais. et vraiment c'est pour ça que c'est important de parce que des fois les personnes qui nous disent ça c'est les personnes qui elles-mêmes l'ont vécu. Moi, je me rappelle d'avoir une tante qui nous avait beaucoup dit oh là, si vous faites ça, il rigolait, notre fille pleurait, il rigolait tous autour de la table en disant ah bah alors là vraiment vous allez complètement vous faire manipuler. Non mais alors franchement, si vous faites déjà comme ça, elle a tout compris la gamine, tu sais, elle avait 1 mois Ellie et à un moment donné, j'étais revenue à table, j'avais dit mais toi, tu te rappelles des remarques que tu avais pris en fait quand tes enfants étaient plus jeunes? T'avais pris ta belle-mère, t'avais pris machin et tout, t'avais apprécié. Et en fait, à partir de ce jour-là, on n'a plus jamais eu aucune remarque parce que c'était un peu genre ah oui, c'est vrai que c'était vraiment chiant en fait. Et là, je suis en train de faire exactement la même chose, donc c'est pas très cool effectivement. Et je me dis, moi j'ai trop peur d'oublier ça. J'essaie de me le marteler, genre ah oublie pas à quel point c'était vraiment vraiment pénible et que tu ne sais pas tout. C'est pas parce qu'aujourd'hui t'es persuadé que t'es dans le bon chemin éducatif, que t'es sur la voie la plus optimale, la plus positive et tout ça, qu'il n'y a pas encore d'autres alternatives qui vont se créer à côté avec lesquelles tu seras de prime abord pas trop en accord parce que elles vont peut-être remettre en question comme toi t'as fait et tout ça, on en parle au début. Et mais c'est important d'être aussi à l'écoute des futures alternatives parce que il y a toujours moyen de se remettre en question. Et on a aussi beaucoup à apprendre, je pense, des anciens, même si le modèle éducatif ne nous correspond plus du tout. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre d'eux. Sur plein de choses parce que mine de rien ils ont pas fait que des adultes complètement incompétents et démunis d'empathie et complètement genre bousillés psychologiquement. Il y a aussi des belles personnes qui sont nées de ce modèle éducatif et peut-être qu'il y a aussi quelques petites branches à prendre sur cet arbre là qui nous paraît un peu comment dire ouais vieux et vintage mais voilà, je pense qu'il n'y a pas tout à jeter sur ce modèle-là, quoi. Non, c'est clair. Merci beaucoup, Fanny. C'est une chouette façon de conclure. Si on veut te retrouver, trouver ton chouette travail, ça se passe où, comment, quelle maison d'édition, quel média, dis-nous. Les choses, elles sont en train de bouger un peu sur les maisons d'édition, mais je suis éditée chez les éditions Elle et Graines, les ailes comme un oiseau et les graines comme les graines à germer, et les éditions Big Pepper sur un livre, une BD autour des violences conjugales et une BD autour des violences éducatives ordinaires. Et puis sinon, on me retrouve sur les réseaux avec Fanny Vella comme pseudo. Merci beaucoup, c'était vraiment trop chouette, j'ai adoré. J'ai encore une fois, pas vu le temps passer. Ça fait plus d'1 heure, mais bon, maintenant les auditeurs sont habitués. Mais c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup pour cet échange et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Élise. Ce podcast vous a plu ? Vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant @Élise_prenons un café ou encore lui mettre un avis et le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast, le Graal pour un podcast. Vous êtes sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Autour d'un café. Fanny's what I'm having for you.